Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser le projet de règlement général d'EP de 1919. Je m'excuse d'avance, la vidéo va peut-être être un peu indigeste, j'ai voulu être le plus exhaustif possible et la lourdeur du document n'a pas aidé. Pour ceux qui veulent uniquement un résumé rapide, vous pouvez directement aller au tableau comparatif et à la conclusion. C'est un projet qui est très important car selon moi il représente très bien l'EPS des textes officiels du début du XXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, ce projet est quasi repris mot pour mot dans la méthode française de 1925. C'est un projet qui est indirectement un texte officiel de l'éducation physique car les IO de 1923 invitent à s'y référer. Donc je le répète, si vous maîtrisez bien ce projet, vous avez normalement une bonne vision de l'EPS des textes officiels jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et le but de cette vidéo, c'est de vous éviter d'avoir à lire 70 pages. Mais malgré tout, n'hésitez pas à faire pause et à prendre des notes si besoin. Tout d'abord, ce projet a été approuvé par le ministère de l'Instruction publique, ce qui est visible dès la première page du document. De plus, comme je l'ai dit, il est repris dans les instructions officielles de 1923 comme document auquel les enseignants doivent se référer. Ainsi, on peut dire que le projet de règlement général de 1919 était une référence de l'EP de son époque. La physiologie est la science qui a guidé l'écriture de ce projet. On peut lire que l'éducation physique est gouvernée par les principes de la physiologie. Toutefois, nous verrons que certaines remarques laissent entendre qu'officieusement d'autres sciences entrent en jeu. Dans le projet, le rôle sanitaire et hygiénique est omniprésent. Le rôle sanitaire de l'EP est rappelé à de multiples reprises, elle doit permettre un développement harmonieux et opérer le redressement des corps. J'ai d'ailleurs mis quelques citations qui vont dans ce sens sur le diapo. Le projet semble aussi servir de formation accélérée. Pendant plusieurs pages, il y a de nombreux rappels théoriques concernant la physiologie, la marche de la croissance, le développement du squelette, le rythme respiratoire, le rythme cardiaque, la température du corps humain, etc. Ce genre de rappel n'est plus présent dans les programmes contemporains, ce qui peut laisser penser qu'il y avait un gros déficit dans la formation des enseignants en 1923. Ceci pouvait donc rendre nécessaire de mettre des rappels théoriques dans les programmes officiels. Par ailleurs, une grande prudence transparaît vis-à-vis de l'effort physique chez l'enfant et l'adolescent. À l'époque, on pense que l'effort peut nuire à la croissance et au développement normal de la musculature. On peut lire que le squelette atteint son plein développement à partir de la 20e année. Avant cet âge, les soudures osseuses sont inachevées. C'est ainsi que les vertèbres ne sont complètement ossifiées qu'entre 20 et 25 ans. L'EP sépare alors les élèves en groupes d'âge qui sont censés être des groupes d'âge physiologiques et non d'âge biologique. Il est précisé que l'EP comprendra nécessairement plusieurs groupes d'exercices. Chacun d'eux correspondra à une classe de sujets de valeur physiologique déterminée. Le projet distingue alors plusieurs types d'EP. L'EP élémentaire de 4 à 13 ans, l'EP secondaire de 13 à 18 ans, l'EP supérieur entre 30 et 35 ans, et l'EP d'âge mûr après 35 ans. Je rappelle d'ailleurs qu'à cette époque, l'école et donc l'EP n'est obligatoire que jusqu'à 13 ans. L'objectif sanitaire est bien sûr toujours présent dans l'avant-propos sur l'EP élémentaire. On peut lire que l'élève a avant tout besoin d'une vigoureuse santé, et à cet âge, l'éducation physique sera hygiénique. Mais on remarque surtout que pour l'EP élémentaire, il y a une vraie omniprésence du médecin. On peut lire que de 4 à 13 ans, l'éducation physique fera l'objet de la surveillance constante du médecin. Les médecins doivent aller fréquemment dans les écoles pour y surveiller l'hygiène d'abord, l'éducation physique ensuite. Ils seront les collaborateurs des éducateurs au cours même des leçons. C'est le médecin qui classera les enfants de façon à ce que les mêmes jeux réunissent autant que possible des élèves de même valeur physiologique. On remarque que de 4 à 13 ans, l'EP part du ludique pour aller vers l'utilitaire en passant par l'éducatif. De 4 à 9 ans, on préconise surtout des jeux, puis de 9 à 11 ans apparaissent de nombreux exercices analytiques dits éducatifs, avec notamment des exercices de natation à sec, et de 11 à 13 ans apparaissent les exercices d'application élémentaires, course, saut, grimper, porter, etc., qui sont des exercices que l'on peut qualifier d'utilitaires. Dans l'avant-propos sur l'EP secondaire, on remarque que la prudence vis-à-vis de l'effort physique se confirme nettement pour l'EP secondaire. On peut lire que pendant cette période, l'adolescent est dans un état de moindre résistance, il se fatigue très vite et présente parfois des phases de lassitude physique plus ou moins durables. L'instructeur ne se montrera pas à l'égard des élèves de cet âge trop exigeant au point de vue du travail physique. En termes de contenu, l'EP secondaire consiste alors surtout en des exercices analytiques suivis d'exercices naturels. Les jeux ont disparu. On découvre avec l'avant-propos sur l'EP supérieur que c'est seulement à l'âge adulte que le sport et la spécialisation sont envisagés, c'est-à-dire hors de l'école. On peut lire que pendant cette période, l'éducateur recherchera d'abord la réalisation du type d'athlète complet, type fait à la fois de force, de fond et de vitesse. Puis spontanément, par le fait de prédisposition naturelle ou de tendance individuelle, naîtra la spécialisation. En conclusion de l'avant-propos, on trouve une magnifique citation. L'éducation physique, commencée dès le foyer, poursuivie à l'école et s'épanouissant dans les sports, doit beaucoup aider à la renaissance de la race française, présentement anémiée par une formidable saignée. Au début du premier chapitre, on rappelle une nouvelle fois les finalités sanitaires de l'EP.
Puis, il est évoqué les 4 principes phares de l'organisation d'une leçon, qui sont la détermination de groupes homogènes, la classification des exercices et des jeux convenant à chaque groupe, l'attrait des exercices et le contrôle périodique de l'éducation physique. Je n'y reviens pas ici puisqu'on a déjà évoqué la plupart de ces principes, mais j'ai mis quelques citations pour ceux qui sont intéressés. Dans le chapitre 2, on peut voir que la composition de la leçon est très méthodique. Elle doit comprendre 7 familles d'exercices fondamentaux inspirés de la méthode naturelle de Georges Hébert. Ces 7 familles sont les suivantes: marcher, grimper, sauter, lever et porter, courir, lancer et attaque et défense. Et ces 7 familles doivent être exécutées dans l'ordre. On commence par marcher, puis on grimpe, puis on saute, puis on porte, etc. Cela a été pensé pour permettre la progressivité de l'effort et aussi l'alternance entre sollicitation du bas du corps et sollicitation du haut du corps. Ainsi, une leçon comprend la mise en train, 7 familles d'exercices alternés et le retour au calme. La leçon est alors quotidienne pour une EP conçue comme médicament quotidien. La leçon respecte alors 6 principes. On peut dire que la leçon doit être non seulement complète, mais encore continue, alternée, variée, attrayante, progressive. Ces principes sont détaillés dans le document. On peut lire que la leçon est continue quand elle n'est coupée par aucun autre repos que le changement d'exercice ou les explications de l'éducateur. Elle est alternée quand elle présente une succession d'exercices intéressants alternativement les jambes et les bras. Elle est variée quand l'éducateur y apporte fréquemment des changements d'exercice ou de jeux puisés dans les tableaux d'éléments. Elle est attrayante si les exercices sévères sont judicieusement mélangés de jeux et si les jeux sont réellement joués et non traités comme un exercice. Elle est progressive si l'intensité des exercices va en augmentant jusqu'à la moitié de la leçon pour décroître ensuite. Par ailleurs, en lisant le document, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une cohabitation entre une pédagogie très traditionnelle et transmissive, avec notamment les exercices analytiques ou éducatifs inspirés de la méthode naturelle, et une pédagogie plus active, avec notamment les jeux. D'ailleurs, on peut lire « Exiger peu à peu le silence et l'ordre dans les exercices, au contraire, laisser une détente complète dans les jeux, rire, crier, etc. » Malgré tout, la pédagogie traditionnelle est majoritaire dans le document. Le chapitre 3 précise la leçon pour les enfants de 4 à 9 ans. Clairement, le but reste hygiénique, mais le moyen est le ludique et le jeu. On peut dire que le but est d'assurer la santé et l'harmonie des fonctions organiques, distraire les enfants en utilisant les moyens naturels et leurs facultés d'imitation. Et on peut dire qu'à cet âge, le programme consiste en des rondes, jeux et mouvements d'imitation, petits jeux collectifs, jeux respiratoires. Et on peut lire quelques exemples pour ces enfants de 4 à 9 ans. Marche sur la pointe des pieds, marche avec élévation des genoux, imitation du nageur, du cycliste, du boxeur, etc. Jeux de type Colin-Maillard, le chat et la souris, les prisonniers, et jeux respiratoires de type analogie pour faire travailler les enfants sur leur souffle. La soupe est trop chaude, souffler la chandelle, sentir la fleur, boire dans le creux de la main. En ce qui concerne les exercices respiratoires, ils sont obligatoires à la fin de la mise en train et dans les exercices d'ordre et de retour au calme. Paradoxalement, il est précisé que ces exercices sont difficiles à obtenir des tout jeunes enfants autrement que sous la forme des jeux indiqués. Il faut cependant y attacher la plus grande importance, l'intégrité de l'appareil respiratoire étant l'une des bases du développement de l'enfant et de l'adolescent. On notera que le fait qu'on admette que des exercices respiratoires décontextualisés sont difficiles à obtenir chez les jeunes enfants semble être une preuve que contrairement à ce qui a été annoncé, la physiologie n'est pas la seule justification à ces propositions. L'empirisme et la psychologie semblent également avoir été pris en compte. Dès le début du chapitre 4, on remarque que pour les enfants de 9 à 11 ans, le but hygiénique et sanitaire reste présent, mais le but de distraction a disparu. Le programme est moins ludique que pour les enfants de 4 à 9 ans, même si les jeux restent présents. À partir de 9 ans, la leçon devient encore plus méthodique, avec un exercice par famille, tel que nous l'avons décrit dans le chapitre 2. On peut lire qu'à cet âge, la leçon comprend en principe un mouvement éducatif ou d'imitation, par famille d'exercices et 2 jeux collectifs. On peut noter également que les 2 jeux ne peuvent pas remplacer une famille d'exercices, même s'ils concernent a priori une famille bien précise. Par exemple, un épervier ne peut pas remplacer un exercice de la famille courir. On peut d'ailleurs le voir dans cet exemple de leçon qui ajoute les 2 jeux prévus en plus des 16 exercices pour les 7 familles. Cela peut donc laisser penser que les jeux sont perçus comme ayant une fonction de distraction et non une fonction réellement éducative. Pour ces enfants de 9 à 11 ans, on observe une véritable entrée dans des exercices éducatifs inspirés notamment de la méthode suédoise de Tissier, et on observe un léger recul des jeux et imitations. Je vous ai mis les exercices proposés sur le diapo, n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de lire. Au début du chapitre 5, on comprend que pour les élèves de 11 à 13 ans, c'est-à-dire pour les élèves en fin de scolarité obligatoire, il y a apparition des applications élémentaires, c'est-à-dire des exercices utilitaires qui ne sont plus décomposés de façon analytique. Pour chaque leçon, on peut lire qu'il y a en principe un mouvement éducatif ou une application par famille d'exercices dans la proportion de 4 mouvements et de 3 applications.
Je pense que cette proportion était faite pour imposer aux enseignants de faire des applications plutôt que de rester systématiquement sur des mouvements éducatifs comme pour les élèves avant 11 ans. On notera que les 2 jeux collectifs par leçon sont malgré tout maintenus. Les exemples d'exercices sont similaires à la leçon de 9 à 11 ans, mais on ajoute des applications élémentaires pour chaque famille d'exercices, applications qui sont effectivement nettement plus utilitaires et moins analytiques que pour la leçon de 9 à 11 ans. Par exemple, pour la famille grimper, on passe de mouvements d'imitation du grimpeur et du nageur à du véritable grimper à la corde et du véritable grimper à l'échelle. Pour la famille lancer, on passe de mouvements d'imitation du geste du lancer à du véritable lancer de balle et du lancer de ballon. Il est donc vrai qu'on passe de mouvements décontextualisés à des mouvements plus concrets, utilitaires et réels. Toutefois, la prudence reste de mise vis-à-vis des applications élémentaires qui peuvent être jugées comme trop violentes. On peut lire « Si les enfants de cette catégorie 11 à 13 ans semblent assez peu développés pour aborder les applications et les exercices de leur âge, ils suivront le programme et les leçons de la catégorie inférieure, 9 à 11 ans, ou bien on les laissera dans le groupe de 11 à 13 ans en les dispensant des exercices trop violents. » De plus, on ajoute aussi de nombreux mouvements complets continus qui semblent issus de la méthode de Demeny et pour lesquels les indications sont les suivantes. Bien rythmer les mouvements, assurer leur bonne exécution dans les différents plans, avec le maximum d'amplitude, conserver au corps sa souplesse, la raideur se manifeste par des mouvements secs et anguleux, la souplesse par des mouvements arrondis, sans énergie perdue et mal utilisés. Maintenant, on va passer au tableau comparatif, ce qui va être un bon moyen de résumer une partie de ce que je viens de dire. On voit bien avec ce tableau que plus on avance dans la scolarité, plus on passe d'exercices ludiques à des exercices non ludiques. De 4 à 9 ans, les jeux d'imitation, les jeux respiratoires et les jeux collectifs constituent l'essentiel de la leçon, alors qu'à partir de 9 ans, il reste seulement 2 jeux collectifs au programme. Et plus on avance dans la scolarité, plus la leçon devient utilitariste et de moins en moins analytique. De 4 à 9 ans, on a des jeux qui dépassent rarement la simple distraction sur le plan éducatif. De 9 à 11 ans, on a des exercices analytiques complètement décontextualisés comme de l'imitation du geste de lancer. Et enfin, de 11 à 13 ans, on commence à avoir des exercices réellement utilitaires et moins analytiques tels que du véritable lancer de balle ou de poids. Enfin, plus on avance dans la scolarité, plus la leçon devient exigeante sur le plan de sa structure. Par exemple, de 4 à 9 ans, il n'y a pas de famille d'exercices à respecter. Mais à partir de 9 ans, apparaît l'obligation de faire un exercice par famille et de faire les 7 familles dans l'ordre. Marcher, grimper, sauter, lever et porter, courir, lancer et enfin attaquer défense. À partir de 11 ans, il y a toujours les 7 familles, mais les élèves doivent faire 3 applications minimum. On voit donc bien que la structure de la leçon est de plus en plus exigeante. Pour résumer et conclure, plus on avance dans la scolarité, plus on passe d'exercices ludiques à des exercices non ludiques. Plus on passe d'exercices analytiques décontextualisés à des exercices utilitaristes, et plus on avance dans la scolarité, plus la leçon devient exigeante sur le plan de sa structure. Sur le plan de la finalité, celle-ci ne change pas avec l'âge, le rôle de l'EP est clairement sanitaire et hygiénique tout au long de la scolarité. Il y a une influence énorme des médecins qui doivent assurer le suivi des élèves. Avec ce projet, on remarque aussi un écart net avec la spécialisation et le sport. On ne cherche pas la spécialisation sportive, mais plutôt de former un individu complet. Par ailleurs, il y a une grande prudence vis-à-vis de l'effort. On cherche la progressivité et la modération dans les leçons. Ce projet de 1919 fait également apparaître une influence nette de plusieurs acteurs et plusieurs méthodes sur le projet. Méthode naturelle de Hébert, méthode suédoise de Tissier, et méthode du mouvement complet continu et arrondi de Demeny. Si on résume vulgairement, on a du jeu pour les plus jeunes jusqu'à 9 ans, des exercices analytiques de 9 à 11 ans, et des applications élémentaires à partir de 11 ans. Le projet est très précis et méthodique et fait plus de 70 pages. Les exercices et jeux sont listés, 7 familles d'exercices doivent être respectées et exécutées dans l'ordre. Voilà, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous évitera de lire en entier ce projet, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.